Et je donne maintenant la parole à M. Laurent Homesser, qui est conservateur en chef du patrimoine au département des antiquités grecques et romaines du musée du Louvre, et qui est l'un des commissaires de l'exposition magnifique Un rêve d'Italie, la collection du marquis Campana. Campana, dans l'Italie du Risorgimento, le collectionneur et l'affirmation du patrimoine italien, c'est son titre. Alors rassurez-vous, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de l'exposition Campana, mais bien du projet de recherche qui accompagne cette exposition et dont l'exposition n'est qu'un des moments. Nous avons donc lancé en 2015 un projet de recherche consacré à ce grand collectionneur, à cette figure éminente de collectionneur du XIXe siècle, Giovanni Pietro Campana, qui évidemment a un rôle central dans l'histoire des collections du Louvre, puisque sa dispersion accidentelle, non voulue par Campana lui-même, est à l'origine d'un des fonds majeurs du musée du Louvre, mais également des autres musées français. Et à ce titre, nous avons voulu comprendre et faire comprendre la richesse du projet de Campana, la richesse et la singularité de cette collection. Donc un projet de recherche qui est mené par le département des antiquités grecques, étrusques et romaines sous la direction de Françoise Gauthier, mais qui associe très largement les autres départements du Louvre, département des peintures, département des objets d'art, département des sculptures notamment, qui associe également des institutions étrangères, notamment l'Ermitage, Saint-Pétersbourg, qui détient une partie significative de la collection Campana. Une collection Campana donc amassée dans les décennies centrales du XIXe siècle. Campana, né en 1809, meurt en 1880. La vraie date à retenir, c'est 1857, c'est la chute de Campana, une histoire dramatique, vous le savez, il a mélangé un petit peu les contes, entraîné par sa passion de collectionneur. Je vais revenir sur les questions économiques. Et donc sa collection a été saisie et dispersée. Donc cet accident de l'histoire qui fait que la collection Campana est présente dans plusieurs grandes institutions européennes notamment. Campana est à la croisée comme figure de collectionneur de plusieurs interrogations, de plusieurs problématiques. D'abord une question de typologie. Nous avons affaire avec Campana à un grand collectionneur. Grand pas seulement en importance, pas seulement en prestige, mais en termes de nombre, puisqu'on évalue sa collection à environ 15 000 pièces, avec une diversité frappante d'objets, des antiques, des modernes, des peintures, des marbres, des sculptures en terre cuite, des monnaies, des bijoux, etc. Donc une dimension matérielle très importante qui pose évidemment des questions du point de vue de l'économie, du fonctionnement, de la gestion aussi de la collection, et qui s'inscrit dans une lignée de grands collectionneurs qu'il vaudrait la peine d'interroger, ces grands collectionneurs qui ont amassé des milliers, des dizaines de milliers de pièces. Je pense par exemple à la collection Wellcome à Londres, ou pour rester en Italie, à la collection Gorga, qui peut être considérée comme une sorte d'épigone de Campana, même du point de vue institutionnel d'ailleurs, avec la dispersion de cette collection immense entre les différents musées italiens. Mais du point de vue historique, Campana illustre aussi un moment particulier de l'histoire du collectionnisme en Italie, et il faut rendre compte aussi de cela, c'est-à-dire du cadre social, politique et économique de la collection Campana. C'est une de ces figures de banquiers collectionneurs qui se multiplient au XIXe siècle. Et là, le parallèle, à l'époque, il faut le chercher chez Torlonia, même si Torlonia construit une collection très différente. Mais on est face à ce nouveau monde qui émerge, et ces nouveaux entrepreneurs qui cherchent à rivaliser avec les collections historiques du passé, avec les collections Borghese, Ludovisi. Donc on est face à une nouvelle classe sociale qui émerge et qui illustre d'une certaine manière aussi le lien naissant entre capitalisme et collection, capitalisme et patrimoine. La grande originalité de Campana, c'est qu'il donne un sens très précis à sa collection. L'exposition, comme le projet de recherche, s'attache à montrer que Campana n'a pas amassé simplement de manière irraisonnée, déraisonnable, pas seulement victime d'une boulimie, mais qu'il avait un véritable projet culturel et, pourrait-on dire, presque politique. Sa collection était très célèbre au XIXe siècle. Elle était sur tous les guides de voyage de l'époque, mais c'était une collection en réalité en partie invisible. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant.
Qu'est-ce qu'on voit d'une collection privée? Quel accès avait-on à cette collection? Eh bien, on voit que Campana donnait assez largement accès à la collection, mais qu'en même temps, personne ne prenait la mesure de la collection entière, sans doute même pas Campana lui-même, puisque la collection était éclatée entre différents lieux qui sont ici marqués sur la carte. Au sud, la Villa Campana près de Saint-Jean-de-Latran. Au centre, près de la courbe du Tibre, le Mont-de-Piété, donc institution financière dont Campana était directeur, où il avait ses appartements, outre que non seulement ses bureaux, mais également ses appartements, et où il conservait une partie de sa collection. Et enfin, au nord, près de la Piazza del Popolo, le palais du Corso, où il avait une autre partie de sa collection. Donc un éclatement de la collection qui faisait que cette collection est restée longtemps seulement partiellement connue. Campana s'est employé lui-même, c'est aussi quelque chose d'intéressant, à faire connaître sa collection. C'est un collectionneur qui publie, qui n'a sans doute pas publié assez, qui n'a pas publié tout, mais qui a publié, en particulier cette partie très innovante, très neuve de sa collection, les terres cuites, avec ses Antiche Opere in Plastica, publié en 1842, réédité en 1851, avec l'introduction notamment de cette très précieuse vue de la salle des terres cuites du mont de Piété. Il a également donc utilisé les moyens de reproduction, les lithographies, mais également les photographies, donc ce souci de documenter sa collection, de documenter ses lieux, la Villa du Latran, mais également des réserves qu'il avait fait aménager près du palais du Corso, via Margutta, et dont il a fait faire une couverture photographique par Pietro Dovizielli au milieu des années 1850. Mais, et avec notamment un premier catalogue, là aussi très neuf à l'époque, le premier grand catalogue avec des photographies d'archéologie, des marbres antiques du musée Campana par Henri Descamps. Mais le grand œuvre de Campana, ce sont ses catalogues publiés au moment de son procès, en 1857-1858, dont on dit qu'il corrigeait les épreuves en prison. Ça, c'est pour l'aspect romanesque, évidemment, du personnage. Mais ce qui nous intéresse dans ces catalogues, et ça a été aussi important pour l'exposition, pour rendre compte de l'ordre de la collection, c'est que Campana met en ordre sa collection et donne un sens par ses catalogues à sa collection. Il regroupe sa collection, il ordonne sa collection en 12 classes typologiques par matériaux, et il accompagne chaque classe d'une introduction où il redonne le sens, la valeur de sa collection. Donc ce geste est tout à fait fondamental parce que c'est vraiment un geste de collectionneur rationnel qui cherche à livrer une sorte de testament culturel, de vision de sa collection. Et évidemment, pour nous, c'est la vision de Campana où il s'exprime sur l'importance de ce patrimoine italien qu'il cherche à rassembler, cette diversité de la collection avec une volonté encyclopédique de montrer le génie italien de l'époque antique jusqu'à l'époque moderne. Donc à la différence de bien des catalogues de l'époque, ce n'est pas, par exemple, ceux dont parlera Néguine, Mathieu, ce n'est pas un catalogue de vente, ce n'est pas un catalogue post-mortem, mais c'est un catalogue du vivant même de l'auteur, du collectionneur. Voilà quelques images de la présentation de l'exposition. Nous avons essayé de mettre en lumière un peu tous les aspects de la collection et justement toutes ces classes qui montrent la diversité de la collection Campana, les antiques, les modernes, avec une collection de sculptures, collection de majoliques, collection de sculptures de la Renaissance, qui montre aussi des questions qui sont centrales pour Campana d'accès aux œuvres. Comment s'est-il procuré cette collection, à la fois par des fouilles, mais également par des achats sur le marché des antiques et le marché de l'art. Donc évidemment, toute une problématique de la législation, du rôle et de la place du collectionneur sur le marché et de la protection du patrimoine. Comment a-t-il réussi à avoir tant de chefs-d'œuvre à cette époque? Parce que justement, à cette époque, la législation est encore hésitante, elle se forme. On est aussi face à des situations législatives différentes, puisque l'Italie est explosée, morcelée entre différents États, et que chaque État n'a pas exactement la même politique patrimoniale. Donc ça, c'est un thème extrêmement important pour Campana.
En 1905, Salomon Reinach avait publié une esquisse de l'histoire de la collection Campana, un merveilleux texte qu'il vaut encore la peine de lire si vous voulez apprendre comment rédiger. J'ai essayé très modestement de lire ce texte de ce point de vue-là, comment rédiger l'histoire d'une collection. Il faut vraiment se tourner vers Reinach. C'est un texte tout à fait formidable. Nous avons à notre modeste manière, fait une esquisse de 607 pages de la collection Campana à travers ce catalogue, qui est un premier point de synthèse sur la collection, mais qui est aussi un point de départ. Une exposition réussie, c'est à la fois un aboutissement, mais également un point de départ. Et je voudrais simplement conclure en donnant les perspectives de recherche sur Campana, puisqu'il reste énormément de choses à faire autour de cette collection inépuisable. Nous publierons d'abord les archives. Nous allons organiser notamment un colloque autour des archives, des fonds d'archives Campana, pour comprendre la provenance des œuvres, pour travailler sans relâche à cette histoire de la constitution de la collection et à la recherche du contexte d'origine des œuvres, donc une série de colloques et de publications autour des fonds d'archives Campana. Une collection de cette ampleur-là, elle est difficile à publier. Nous allons travailler à une base de données en ligne de la collection, en lien notamment avec le musée de l'Ermitage et avec toutes les autres institutions qui détiennent des œuvres Campana. Une base en ligne qui ne doit pas nous empêcher de penser également à des catalogues papier. Je tremble en disant ce mot. Des catalogues papier de la collection Campana. Il me semble, enfin, je vais être plus radical, il est inconcevable que 157 ans après l'acquisition de la collection Campana, les quelques 12 000 pièces achetées par la France soient encore très largement inédites. Donc il y a tout un travail de fond qui est mené depuis longtemps, notamment par le service du récollement, par les départements pour retrouver, identifier ces œuvres, les publier, mais il reste encore énormément à faire. Et je terminerai vraiment par ce triple objectif que nous nous fixons pour la collection Campana et qui sont un triple objectif que doivent partager, je crois, tous les gens du musée, c'est publier, publier, publier. Je vous remercie. Merci, M. Homesser, pour cette présentation très intéressante. Je crois que dans le cas de l'exposition Campana, on voit quelque chose où on découvre beaucoup sur cette collection, sur le collectionneur, mais il y a beaucoup à découvrir encore sur la collection, sur le goût et la culture du collectionneur.